Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur cette émission Timing Coaching, cette émission qui est diffusée sur EAD TV, la chaîne éducative, et je suis votre humble serviteur, le coach Jolin Andélé, coach en développement personnel, expert en motivation, conférencier international, auteur du livre La recette du bonheur. Alors, c'est encore un grand plaisir de partager avec vous ces petites connaissances que je pense sont en train d'aider plus d'une personne et j'ose croire que vous les mettez en pratique et que cela apporte des résultats positifs dans vos vies. Alors, dernièrement, nous avons parlé de démotivation et je vous avais promis que nous allons continuer cette émission et aujourd'hui, c'est la suite. Et cette fois-ci, nous allons parler de motivation. Motivation qui est d'ailleurs un thème très très important parce qu'aujourd'hui, dans le monde entrepreneurial, tout est question de motivation. Et pas seulement au niveau de l'entreprise, mais au niveau personnel, on ne peut pas produire des résultats maximum, être au top de ses réalisations si derrière on n'est pas animé d'un feu dévorant qui nous emmène à sortir de son lit, à aller vers les choses, à insister et ce feu s'appelle motivation. Alors, vous allez remarquer que j'ai projeté un concept et là, il est écrit sur l'écran juste derrière moi. Programmation. Pourquoi je parle de la programmation? Avant de parler de la motivation, j'aimerais quand même vous éclairer sur un point très important. Beaucoup d'entre nous pensent que, par exemple, les idées ou les croyances que nous avons, nous sommes nés avec. Non. Personne n'est venu au monde avec une croyance. Et un enfant à la naissance, son cerveau est table rase. Rien, aucune information. Il est démontré que les enfants naissent avec deux émotions, les émotions par défaut. Vous avez la peur de chuter, et là je parle de la peur, Restons sur la peur. Nous avons que deux formes de peur avec lesquelles nous naissons. La peur de chuter et la peur des bruits assourdissants. La raison pour laquelle quand vous claquez une porte devant un bébé, le bébé va s'agiter. Vous prenez un bébé, vous le suspendez comme ça, vous essayez de le relâcher, le bébé va chercher à s'agripper. Et donc, ces deux formes de peur avec lesquels nous naissons et on apprend par un bébé à avoir peur de chuter ou encore à avoir peur des bruits assourdissants. Mais les autres formes de peur, par exemple, la peur de l'échec, la peur d'essayer, la peur de qu'en dira-t-on, la peur je peux encore parler de quelle peur, la peur du regard des autres. Toutes ces peurs, vous pouvez ajouter la liste est longue. Toutes ces formes de peur, nous apprenons cela dans la vie. Nous les avons appris simplement. Nous les avons appris. Ce ne sont pas des formes naturelles, ce sont des peurs que nous avons appris tout le long de notre vie. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour apprendre ce genre de peur? Et j'aimerais aussi insister sur un point très important. Vous qui me suivez, j'aime toujours, quand je m'adresse aux étudiants, je leur dis toujours qu'est-ce qui caractérise comment est-ce qu'on peut, quel est l'élément qui nous permet d'identifier un élève de l'école primaire? Nous, on appelle ça en coaching l'effet miroir. C'est-à-dire, un enfant de l'école primaire, c'est plus l'effet miroir. C'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas, mais il répercute simplement tout ce qu'il voit. Ce que le maître dit est qualifié exact. Pendant notre cycle primaire, on nous a habitués à accepter des choses. Et voilà pourquoi, pour la meilleure note qu'on nous attribuait, c'est lorsque nous vomissons ce que nous avons ingurgité. C'est-à-dire, la leçon a été donnée, on nous a dit que la Terre, le soleil se levait à l'est et se couchait à l'ouest, eh bien, nous devons répéter cela. Ce qui n'est pas mauvais, mais c'était ça le programme du cycle primaire. Mais lorsque nous arrivons au collège, pareil, nous devons répéter ce que l'enseignant a dit. Le lycée, pareil. Mais quand on arrive à l'université, nous ne faisons plus la même chose. Parce qu'un étudiant, c'est celui-là qui peut remettre en question certaines choses qui sont considérées comme vraies.
C'est-à-dire, c'est un chercheur. Ce n'est pas seulement celui-là qui avale tout ce qu'on lui raconte, mais qui peut, à partir d'un moment donné, se poser des questions. Par exemple, mais pourquoi 1 plus 1 égale à 2, par exemple? Je ne dis pas que c'est faux, mais j'explique un truc comme ça. Et peut-être de cette réflexion va naître une découverte, ok? Mais force est de constater que les étudiants actuellement, ce sont des réservoirs de données. Donc, ils enregistrent simplement tout. Et là, je parle de l'école, mais même dans la société. Vous avez des croyances que vous avez, mais des croyances des choses qu'on vous a racontées, mais vous ne vous êtes même pas permis de remettre ces choses en question. Vous allez remarquer une chose. Le monde dans lequel nous vivons, ce monde qui nous présente aujourd'hui plusieurs facilités, Facebook, WhatsApp, tout ça, toutes ces choses-là, mais les gens qui ont créé, qui ont inventé ces choses-là, ce sont des gens révolutionnaires, ce sont des gens qui ont remis en question une certaine condition de vie. C'est-à-dire, pour causer, il fallait juste appeler une personne de façon classique, mais ils se sont posé une question, mais pourquoi pas parler à une personne tout en la regardant, en étant aux États-Unis? C'était une chose qui n'existait pas. Donc, ils remettent en question des choses qui existent et ils inventent un concept. Et aujourd'hui, le mot même Instagram, aujourd'hui, dans nos langages, on a l'impression que Dieu avait créé Instagram. On a l'impression parfois que c'est Dieu qui a créé WhatsApp. On a l'impression que le monde a toujours existé avec Facebook. Non, ce sont des gens qui ont remis en question certaines choses et qui ont créé un monde selon eux. Et ça, j'aime toujours attirer l'attention des étudiants sur ce genre de choses. Et ça s'appelle se remettre en question. Et j'aime bien encore prendre l'exemple de monsieur, non Thomas Edison, Isaac Newton. Tout le monde était toujours assis sous un pommier, les pommes tombaient, personne ne se posait la question. Mais un jour, Isaac Newton, la pomme tombe, il se pose la fameuse question, pourquoi la pomme est tombée? Et c'est là où on a découvert cette force, la gravité. Et sans cette petite question anodine, aujourd'hui, les avions ne voleraient pas, par exemple. Et donc, voilà un peu ce que j'aime toujours dire. Je ne vous dis pas, même sur ce que vous suivez à la télé, ce que je raconte, mais remettez en question. N'avalez pas tout ce que je raconte. Posez-vous des questions. Et c'est comme ça lorsque parfois je suis en séance de coaching, lorsque je parle des croyances que moi je considère être vraies et d'autres que je considère être fausses, mais vous avez des gens qui me sautent dessus, qui me disent « tu n'as rien compris, comment tout le monde voit comme ça, mais toi tu vois autrement ». Mais c'est ma perception et je l'assume. Ok? Prenez encore un exemple. Et tout ça là, j'essaie de vous emmener à développer votre côté critique ou encore votre côté analytique. Ok? Vous allez remarquer par exemple, M. Galilée. Copernic a commencé avec des travaux et il avait une preuve mathématique que le Soleil était au centre et que c'était la Terre qui tournait, alors qu'à l'époque, le concept ou encore la manière de penser, c'était que le Soleil, non plutôt la Terre était au centre et c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre, ce qui était apparemment vrai, parce que lorsqu'on se réveille le matin, on ne voit pas la Terre tourner, personne n'a déjà ressenti le vertige, personne n'a senti que sa tête était juste en bas comme ça, on n'a jamais senti ça. On voit comment le soleil quitte à un certain point et va dans un autre point. Donc, visuellement, le monde avait raison. Mais quelqu'un comme ça qui débarque seul avec une pensée qui contredit la pensée majoritaire, je vous assure, si vous étiez à l'époque, vous serez les premiers à prendre la pierre pour balancer sur ce monsieur-là. Mais malheureusement pour lui, il est parti sans pourtant révéler, enfin dire, toutes ses recherches. Et c'est là où Galilée est arrivé. Il a pris les travaux de Copernic. Lui, il se disait que, étant l'ami du personnel religieux de l'époque, sa parole pouvait par exemple compter. Mais quand il a commencé à prononcer cette vérité, mais cela lui a coûté la vie. Et donc c'est un exemple comme ça, ok? Et voilà pourquoi j'insiste, on ne peut pas se considérer étudiant lorsque nous sommes qu'un réservoir de données. C'est-à-dire nous sommes comme un disque dur. Non, vous n'êtes pas un disque dur, vous êtes un cerveau. Et une des particularités de notre cerveau, c'est ce côté analytique. Notre cerveau peut apporter des solutions, mais pour apporter des solutions, il faudrait se poser des questions. On ne peut pas avoir des solutions si on ne se pose pas de questions. Alors, j'aimerais quand même vous parler je vais vous montrer comment est-ce que vous êtes arrivé à croire à certaines choses
auquel vous n'avez jamais remis en question. Et c'est ça qui va vous aider à comprendre aussi quelque part pourquoi vous n'êtes pas souvent motivé. Alors, la programmation. J'ai dit tantôt que les enfants naissent avec aucune croyance. Et tout ce que les enfants commencent à faire, ce sont des choses qu'ils ont appris ça quelque part. Alors, regardez. Comment nous sommes programmés? Nous sommes programmés de 3 façons. Premièrement, c'est la programmation verbale. Qu'avez-vous entendu lorsque vous étiez jeune? Ok? Et là, c'est la première façon par laquelle nous nous programmons. C'est-à-dire, ça s'appelle la programmation verbale. C'est l'ensemble des choses que nous avons entendues depuis notre temps d'enfance. Qu'est-ce que vous avez entendu quand vous étiez petit? On vous a par exemple dit que l'argent est la racine de tous les maux. On vous l'a répété tellement, et pour vous, c'est devenu une vérité. On vous a par exemple dit que pour être riche, il faut tuer quelqu'un. On vous a par exemple dit que pour être riche au Congo, il faut être franc-maçon. On vous a par exemple dit que la richesse est mystique. On vous a par exemple dit, vous pouvez ajouter, il y en a plein des croyances comme ça que vous avez. On vous a par exemple dit que voilà, c'est pas normal par exemple de balayer la maison la nuit. On vous a dit des choses genre si tu heurtes une pierre, on est en train de te critiquer. Voilà, donc s'il faut citer que toutes ces croyances que nous avons emmagasinées en tête, eh bien, on va passer toute l'émission. Voilà, donc ce sont ces choses que vous avez entendues. Mais je vous pose la question. Une fois, il y avait un ami qui me disait, je heurte une pierre, il me dit, ah, mon frère, c'est sûr qu'on est en train de parler de toi. J'ai dit, mais qui a inventé ce concept-là? Tu connais son nom? Ah, ben, je ne sais pas. Mais qui t'a dit ça? Ah, mais on l'a toujours répété. Mais le gars qui t'a répété ça, va le voir pour lui demander qui t'a dit ça. Vous comprenez? Je vais vous raconter encore une petite blague. Et pour toujours vous montrer la force de la programmation verbale, c'était une dame dans un couple, donc une dame et son mari. Et le mari avait remarqué que chaque fois que madame préparait la viande, elle coupait toujours les deux bouts pour mettre dans la marmite. Et le monsieur, le bout de la viande, c'était son côté préféré. Il était un peu démotivé parce qu'il me dit, mais pourquoi tu coupes toujours les 2 extrémités? Et il me dit, non, elle dit à son mari, non, ben, ma mère a toujours fait comme ça. Quand elle prépare un gigot de viande, elle coupe toujours les 2 bouts. Il dit, ah, mais non, mais ça c'est ma partie préférée. Non, mais ma mère m'a toujours enseigné comme ça. Elle dit, non, il faut que j'aille voir ta mère. Il faut qu'on aille voir la belle-mère pour te montrer pourquoi elle préparait comme ça. Il prend son épouse, il se rend chez la grand-mère. Mais maman, dites-nous, pourquoi vous, à l'époque, vous préparez, ma femme m'a dit que c'est vous qui lui avez appris à couper les 2 extrémités de la viande. Eh bien, sa belle-mère dit, oui, moi aussi, je tiens ça de ma maman. Ma maman faisait la même chose. Et heureusement pour eux, la grand-mère était toujours en vie. Ils disent, d'accord, on va aller voir mamie. Et ils sont partis chez mamie. Et quand ils vont voir mamie, ils posent la question à mamie, mais mamie, pourquoi vous coupez toujours les 2 extrémités de la viande quand vous les préparez? Elle dit, non, le problème c'est que moi à l'époque, j'avais toute une petite marmite. Ma marmite était tellement petite que ça ne pouvait pas contenir la viande. Donc il fallait que je coupe les 2 bouts pour rentrer. Donc vous comprenez, une chose que la mamie faisait parce qu'elle n'avait pas les moyens, c'est devenu un principe pour ses enfants. Pour eux, pour que la viande soit jolie, il faut couper les 2 bouts. Donc parfois on ne connaît même pas d'où proviennent nos croyances. Parfois, c'était un type qui avait heurté une pierre et que ce jour-là, quelqu'un l'avait insulté. Il a fait le parallèle entre heurter la pierre et l'insulter. Et il a fait de ça une croyance. Et les gens qui l'ont écouté ont commencé à se dire, vous savez, par exemple, pour vous faire rire, quand on était petit, quand on regardait la lune, on avait l'impression qu'il y avait une femme qui était coincée dans la lune, qui s'est mise à travailler le dimanche. Moi, j'ai cru à ça. On a tous cru à ça. Mais aujourd'hui, avec un peu de recul, on se rend compte que c'était une bêtise de croire une chose pareille. Donc voilà, vous avez des croyances comme ça, je vous invite à vous remettre en question. Parce que les croyances que nous avons déterminent notre façon de comprendre le monde au niveau futur. C'est-à-dire, si dans ma tête, dans mon esprit, ma croyance dominante est par exemple, l'argent est sale, l'argent est mauvais, et ainsi de suite, cela va faire à ce que lorsque je vais grandir inconsciemment, si je suis en possession de beaucoup d'argent, mais je vais me comporter de façon à dilapider cette fortune afin de correspondre à ma croyance que l'argent n'est pas bon. Et je finirai par en déduire que l'argent n'est pas bon. Ça, c'est pour citer que ça.
Et ça veut dire aussi, nous en Afrique par exemple, nous avons des croyances stupides autour par exemple de la sorcellerie. Je sais que c'est une émission d'une chaîne éducative, mais ce sont des concepts qui minent nos sociétés que j'aimerais quand même partager parce que si les jeunes qui me suivent ou encore des personnes adultes sont toujours animés par ce genre de croyances, mais voilà ce qui freine même notre société. Mais aujourd'hui, j'aime toujours dire aux jeunes qui passent tout leur temps à culpabiliser leurs parents, à dire à leurs parents, à traiter leurs parents de sorciers, parce que ce dernier, ça ne marche pas à l'école, parce qu'il n'a pas des bons résultats, et il va faire un parallèle pour dire si mes études ne marchent pas, c'est parce que mon père m'a bloqué, des trucs comme ça. Et parfois validé même par des personnes religieuses, ma parole. Et c'est là où ça devient encore très, très dangereux. Et nous sommes dans une société comme ça, où l'échec d'une personne, au lieu d'assumer la responsabilité, mais il va chercher des raisons extérieures, comme pour dire que non, il a été maudit, c'est un esprit qui l'emmène à faire ceci, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, il est dans une zone de confort, il est auto-convaincu que lui, il n'a pas un problème et que les résultats, si ça ne marche pas dans sa vie, mais c'est une personne comme ça qui en est responsable. Et voilà un peu, vous avez des choses comme ça. Je vous répète, je ne vous dis pas que j'ai raison, mais je vous demande simplement de vous remettre en question, de voir votre démarche et de vous poser la question, est-ce que toutes les croyances que j'ai aujourd'hui, que je caresse, que je chéris tant, m'ont emmené à des résultats satisfaisants? Comme on dit même dans la Bible, vous allez connaître la qualité d'un arbre par la qualité de ses fruits. Et donc, les fruits, ce sont vos résultats. Regardez là où vous en êtes et observez vos croyances. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, eh bien, ça veut dire que les croyances que vous avez ne sont pas les bonnes. Alors, donc, premièrement, nous avons la programmation verbale. Qu'avez-vous entendu lorsque vous étiez jeune? Okay? Et donc là, je vous ai parlé des choses que vous avez entendues. Et deuxièmement, l'incidence spécifique, vos expériences et tout ce que vous avez reçu. Force est de constater, lorsque nous avons certaines expériences et nous en faisons un théorème, c'est-à-dire quoi? J'ai par exemple commencé, j'ai ouvert une boutique et j'ai commencé à vendre du pain. Au bout d'un mois, j'ai échoué, ça veut dire que mon entreprise a fermé. Et demain, j'essaie de vendre le poisson. J'ai échoué. Et demain, après-demain, j'essaie de vendre encore du poulet, échoué exactement. Au bout de 5 échecs, je me fais simplement une croyance maintenant, que je suis quelqu'un qui est voué à l'échec. Ou encore, je vais même dire des choses que dans notre famille, les gens ne réussissent pas. Parce que mon grand frère, et parfois c'est même des expériences qui ne sont pas personnelles. Parfois c'est l'expérience de l'autre, c'est-à-dire je suis en train, dans mon parcours, j'observe mon grand frère. Et comme le grand frère, lui, il n'a pas réussi dans les études, et j'en déduis que nous ne sommes pas faits pour les études parce que mon grand frère n'a pas réussi, ma petite soeur n'a pas réussi, ainsi de suite. Et donc, tous ces exemples-là, j'en fais un modèle. C'est ce qu'on appelle des incidences spécifiques. C'est-à-dire, je me fais une idée de la personne que je suis à travers des expériences personnelles et aussi celles des personnes qui m'entourent. Voilà là où les gens sont. Je suis coach. Je coach beaucoup de gens et souvent je rencontre des gens qui se sont fait une idée de leur personne à travers une expérience. C'est parce qu'il a échoué plusieurs fois qu'il a défini, à un moment donné on peut dire qu'il a signé sur un papier qu'il est fait que pour échouer. Je vous assure, un échec est échec que pour celui qui l'accepte comme échec. Je répète, un échec est échec que pour celui qui l'accepte comme tel. Toutes les personnes qui ont réussi, depuis que je suis en contact avec des gens qui réussissent à travers les livres, à travers même des entrepreneurs qui sont ici au Congo, que je connais, qui réussissent, qui tirent leur épingle du jeu, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'a pas échoué. Tous ces gens-là ont rencontré des travers. Ils ont connu des moments difficiles. Mais une chose qu'ils n'ont pas faite, c'est qu'ils n'ont pas abandonné. On dit toujours qu'un homme qui réussit, les gens qui réussissent dans la vie, commettent beaucoup d'erreurs. Alors, beaucoup d'erreurs. Mais il y a une erreur qu'ils ne commettent jamais. Et cette erreur, vous le savez, c'est quoi? C'est celle de ne jamais abandonner. C'est cette erreur-là que les gens qui réussissent ne font jamais. Ils abandonnent jamais. Alors, vous allez me dire, mais coach, j'ai entendu des gens dire, ah coach, quelqu'un qui fait pendant 10 ans la même chose, ça ne marche pas. Toi, tu trouves ça normal? Mais c'est là où je l'invite à lire le livre
écrit par le fondateur des KFC, Colonel Sanders. Aujourd'hui, si vous allez en Europe, pour nous qui avons un peu, j'aime pas dire grâce, mais bon, la grâce, parce que tout est grâce, parce que quand je dis ça, les religieux voyant cela, voilà. Parce que tout le monde a une grâce. Il n'y a pas que moi qui ai une grâce. Nous avons tous la grâce de Dieu. Voilà. Et donc, tu voyages, tu vas dans d'autres pays, vous allez voir des chaînes de la chaîne de restauration rapide qu'on appelle KFC. Mais ce monsieur qu'on voit affiché carrément devant ce restaurant, c'est un vieux papa qui n'est plus de ce monde. Mais quand vous lisez son histoire, mais c'est à tomber. Le monsieur est devenu milliardaire à l'âge de 70 ans par là. Et il a commencé son business à 60 ans. Et donc voilà un peu. Pour le citer que le monde est rempli d'exemples comme ça, des gens qui ont tellement échoué, mais parfois c'est à 60 ans qu'ils ont commencé à voir la lumière au bout du tunnel. Mais toi, jeune, tu as peut-être 20 ans, quelle expérience tu as? Tu as fait une chose que pendant 5 ans et tu définis que voilà, tu as été fait pour échouer. De toutes les façons, c'est ce que tu confesses qui t'arrive. Voilà. Donc, là, c'est l'incidence spécifique. Nous allons passer. Troisième manière de se programmer, la programmation visuelle. Ça veut dire c'est tout ce que vous avez vu. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de voir? Et quand on parle de voir, ce sont des choses que nous mettons devant nos yeux. Quels sont les genres de films que vous suivez? Quels sont le genre d'endroits que vous fréquentez? Et tout ça, vous faites comme une banque de données qui est composée de toutes les images que vous avez, parce que les images, au départ, vous ne les créez pas, mais les images sont toujours en rapport avec ce que l'œil a perçu, qui envoie dans le cerveau, et après, vous faites comme un traitement d'images dans votre cerveau, voilà. Et donc, voilà un peu. Et toutes les choses que vous suivez, tous les films que vous suivez, vous avez parfois une particularité. Il y a certaines personnes qui aiment bien suivre des films d'horreur, il y a certaines personnes qui aiment passer leur temps à suivre que du football, et ainsi de suite. Et comme j'aime toujours dire, il y a des gens sur Terre qui connaissent tout sur les autres et rien sur eux. C'est-à-dire, il sait que l'autre, c'est un génial, c'est le meilleur footballeur. Celui-ci, c'est le meilleur pasteur. Celui-là, c'est le meilleur. Mais posez-vous la question, mais toi, qui tu es? Et la plupart des gens, c'est comme ça. On connaît tout sur les autres, mais rien sur nous. C'est-à-dire, nous passons plus notre temps vers l'extérieur et non vers l'intérieur. Parce que l'intérieur, quand on revient à l'intérieur de nous, qui on rencontre, c'est nous-mêmes. Mais quand on voit l'extérieur, on voit que les autres. Donc on passe notre vie comme si dans une salle de cinéma où on est spectateur. On passe le temps à regarder les autres et on passe même notre temps à faire des débats sur les autres. Et il y a même aujourd'hui des jeunes qui payent des données Internet, qui achètent, c'est-à-dire que leurs dépenses, l'orientation de leurs dépenses, c'est au niveau, par exemple, des data Internet. Mais il faut lui demander qu'est-ce qu'il fait en ligne. Il passe son temps en ligne pour avoir des informations people, c'est-à-dire des informations sur la vie de quelqu'un. Et donc, il dépense son argent pour connaître comment le type là s'est réveillé, qui est-ce qu'il a mangé, qui est-ce qu'il a rencontré. Et voilà. Donc, sa vie tourne autour de la vie de l'autre. Et il ne se rend pas compte que l'autre, lui, il a compris cela et il utilise ça comme un levier. Il met sa vie sur la scène publique afin de gagner de l'argent. Et toi, tu dépenses ton argent. Tu passes ton temps à regarder et quand tu vois une message sur, je ne vais pas citer des noms, ce n'est pas la publicité, X Star, et il regarde, il rentre dans sa page, il est même abonné à sa page. Donc, être abonné, c'est dire le gars est là, sa vie c'est suivre à la minute près tout ce que fait ce monsieur. Et là, c'est à se demander, qu'est-ce que tu gagnes en retour? Vous ne vous remettez jamais en question, chers amis. Il faut se poser des questions. Je ne vous dis pas d'arrêter tout de suite, je répète, je ne vous dis pas que j'ai raison sur ce que je dis, analysez ce que je dis. Si j'ai tort, continuez avec votre histoire de passer votre temps à lire la vie d'une star. Peut-être que cela vous change quelque part, je ne sais pas. Si ça vous fait du bien et que vous remarquez que de l'autre côté, vos poches sont remplies après avoir lu la vie de X star, mais voilà. Donc voilà un peu. Ça, c'est ce qu'on appelle la programmation visuelle. Et après, vous tombez dans l'addiction et comme on dit, vous dépensez, l'autre s'enrichit. Donc voilà un peu, de façon, on va dire, ramasser un peu comment est-ce qu'on se programme. Alors nous allons passer maintenant sur la motivation. Et donc là, c'était simplement vous montrer l'ensemble des croyances, comment est-ce que vous êtes programmé, qu'est-ce qui a fait que vous fonctionnez de la manière que vous fonctionnez. Pourquoi vous passez votre temps sur les réseaux sociaux à lire la vie d'une star,
à faire des vues, je ne sais quoi. Donc voilà, bref. Nous allons mettre un terme à cette émission. Et c'était une partie très très importante que j'avais envie vraiment de vous partager. Et jusque-là, vous allez remarquer que nous n'avons pas encore parlé de motivation. Et donc, la première partie, c'était la démotivation. Et ensuite, nous avons traité sur la programmation. Et donc, je suis très content que vous ayez appris cela. Et le but pour lequel j'ai pensé vous parler de la programmation, c'était pour vous emmener à comprendre l'importance d'être sélectif sur les croyances que vous devez adopter. Et donc, c'était un plaisir, un immense bonheur de m'adresser à vous sur la chaîne EAD TV. Et je vous promets que nous allons encore continuer sur la troisième partie de cette émission au prochain numéro. Et je vous invite d'ailleurs à être présent afin de ne rien rater. Et une fois de plus, je suis le coach Jolin Ondélé, coach en développement personnel, expert en motivation, auteur du livre La recette du bonheur. Merci beaucoup et à très bientôt.